Je crois savoir qu'il y a une base militaire chinoise à Djibouti, non? Alors la base militaire chinoise, qui est une nouveauté stratégique, peut-être même d'ailleurs s'inscrivant dans une rupture stratégique, est la première base militaire chinoise sur le continent africain. Les Chinois sont présents de longue date sur le continent africain au niveau économique, mais également au niveau militaire. La Chine est le deuxième contributeur en termes d'opérations de maintien de la paix onusienne, en termes de volume de financement, 10%. Après les États-Unis, et juste avant le Japon. 11e pays contributeur en termes d'hommes. 2500 militaires chinois, sont sur le continent africain. Donc, la présence chinoise est un fait déjà bien établi depuis à peu près une quinzaine d'années dans le cadre des investissements, de la présence et donc de l'investissement et de la mobilisation des opérations de maintien de la paix. La nouveauté, c'est que depuis mai de cette année, a été ouverte une base militaire qui, pour l'instant, est une base relativement modeste en termes de présence. On évoque le chiffre entre 250 et 400 militaires chinois en permanence, mais surtout avec une capacité... Dans quel pays? Chinois. Il y a 250-400 militaires chinois sur la base de Djibouti. Voilà. Ah pardon, je précise, oui. Oui, toujours excusez-moi. Djibouti. Voilà, oui, tout à la fait. première base militaire chinoise a été ouverte à Djibouti. Plus Parce qu'avant, il y avait beaucoup moins de militaires chinois. Parce que la base il n'y en avait aucun à Djibouti. Oui, la base militaire. La base militaire a été... l'accord a été initié à peu près en septembre 2015 et la base a été construite en mai 2017. Ça s'est concrétisé. Donc depuis mai 2017, il y a en permanence entre 250 et 400 soldats chinois. Avec la présence de militaires chinois. Avec la présence de militaires chinois. Donc c'est pour l'instant une base navale, mais ça a vocation aussi à être une base aérienne. C'est la demande que la Chine, comme d'autres pays, le Japon d'ailleurs a fait cette même demande, à pouvoir y faire atterrir des avions. Mais au-delà de cette base symbolique, peut-être faut-il rappeler à vos auditeurs que Djibouti est devenue la caserne du monde, puisqu'il y a à peu près 10 bases militaires dans un pays qui est relativement petit, 23 000 km², 800 000 habitants. Mais vous y trouvez une base japonaise, une base italienne, une base française, une base américaine, une base donc maintenant chinoise, bientôt une base saoudienne. Les Turcs veulent avoir leur base. Ils n'ont pas choisi Djibouti, mais Érythrée. Et les Russes sont en train d'ouvrir une base pas très loin dans le Somaliland. Je termine en disant que la base chinoise est tout à fait intéressante à étudier parce que si elle est pour l'instant modeste dans son occupation, elle est beaucoup plus ambitieuse dans sa capacité puisqu'on estime qu'à l'horizon 2026, la capacité d'accueil de la base chinoise sera exponentielle puisqu'elle pourra accueillir jusqu'à 10 000 hommes. Ce qui, je vous l'avoue, occasionne quelques jalousies et nourrit quelques interrogations de la part des autres bases, puisque à vol d'oiseau, vous avez que 4 ou 5 kilomètres qui séparent les États-Unis, la base américaine, le camp Limonier de la base américaine, ou les 5 bases françaises présentes à Djibouti. Est-ce que c'est l'un des risques auxquels est confrontée la Chine dans son méga-projet, les nouvelles routes de la soie? Alors, Djibouti, déjà, il faut avoir à l'esprit que Djibouti est une pièce maîtresse dans la vision ou le pendant africain des routes de la soie. Premièrement, Djibouti est situé entre la mer Méditerranée et l'océan Indien, au large donc du détroit de Bab el-Mandeb, où transitent quasiment 40% des flux pétroliers mondiaux, avec le détroit de Bab el-Mandeb, qui est le 4e passage naval mondial, après les détroits d'Ormuz, les détroits de Malacca et le détroit de Gibraltar. Donc il y a un intérêt stratégique à être présent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la justification de la base a été faite. Lutte contre la piraterie maritime et accompagnement et sécurisation des bateaux chinois ou des cargos chinois, des bateaux de pêche et des cargos dans les deux sens du reste, vers l'océan Indien ou vers la mer Méditerranée à travers la mer Rouge. Donc la présence chinoise est parfaitement justifiée de ce point de vue-là à Djibouti. Ensuite, la raison pour laquelle la Chine a choisi Djibouti est corrélée au choix que la Chine a fait déjà il y a une vingtaine d'années de choisir géographiquement l'est de l'Afrique comme son lieu d'implantation initiale
et logique dans le pourtour de l'océan Indien. Ce fut le cas des investissements qui ont commencé de manière massive au Kenya, en Tanzanie, donc à Djibouti, et ensuite en Afrique du Nord. Une des autres justifications de la situation de la base, donc la présence militaire à Djibouti, c'est que Djibouti a cet avantage d'être un pays francophone dans un environnement de pays qui ne le sont pas, puisque vous avez autour de Djibouti que des pays anglophones. Vous êtes tout près de Addis Abeba, qui, depuis la réunification pleine et entière de l'Union africaine, se trouve être de facto la voix de l'Afrique, le siège de l'Union africaine. C'est d'ailleurs, pour rappel, de nouveau à vos auditeurs, la Chine est très présente en Éthiopie, puisque le siège de l'Union africaine a été construit et offert par la Chine. Et bien évidemment, pour une autre raison, c'est que la Chine a parfaitement compris, comme d'autres pays, mais moi je ne fais qu'optimiser la raison pour laquelle nous devrions travailler davantage avec la Chine de ce point de vue-là, que l'Afrique a besoin d'infrastructures, l'Afrique a besoin d'appui aux infrastructures, et que la philosophie des routes de la soie, comme je le disais initialement, est d'aider au développement d'infrastructures vitales, routes, aéroports, chemins de fer, ports, réseaux ferroviaires et voies et télécommunications, par ailleurs. Effectivement, cet aspect est important pour essayer de compenser ce manque d'infrastructures. Les routes de la soie, pour résumer, ce sont 2 chiffres. Un investissement à l'horizon 2049 pour tenir compte du 100e anniversaire de la création de la République populaire de Chine. En tout cas, c'est l'objectif que s'est donné le président Xi Jinping en lançant son projet en 2013. 1 000 milliards de dollars d'investissement pour compenser 26 000 milliards d'absence d'infrastructures. Donc l'idée, c'est d'investir pour essayer d'aider au développement de relations économiques plus harmonieuses. On entend souvent la critique, notamment quand on se situe en Afrique, du fait que la Chine arrive, elle développe des infrastructures, donnant l'impression, en tout cas c'est la manière dont les critiques sont mises en avant, que cela ne bénéficie qu'à elle-même. C'est tout à fait faux. Je ne prends qu'un exemple. On se situe un petit peu loin de Djibouti, on se situe du côté de la RDC, sur le barrage de Zongo. C'est Chine Hydro, la compagnie hydraulique dont le nom précis m'échappe, Sino Hydro, qui est chargée de cette entreprise, absolument déterminante pour la compensation d'électricité en RDC. 9% des 77 millions d'habitants n'ont l'électricité, que 9% en permanence. Et donc cet investissement est un investissement qui, évidemment, a un intérêt économique pour la Chine, mais qui bénéficie aussi, comme je le disais, aux populations locales. Donc tout ça pour revenir à cette réalité qui fait que les routes de la soie ne sont pas incompatibles avec le continent africain. Parmi les 6 corridors des routes de la soie, vous en avez forcément qui vont se réapproprier dans les 2 sens les fameuses routes de la soie, mais également les routes des épices, et c'est un petit peu la stratégie de cette route maritime, puisque la ceinture est la partie terrestre et la route est la partie maritime. On aurait pu penser le contraire, voilà. Mais c'est ça. Pour revenir à ce qu'ont été les grandes routes commerciales des 500 dernières années, c'est-à-dire le long du golfe de Bengale, dans l'océan Indien, et donc forcément le long des côtes orientales du continent africain. Est-ce que vous voyez d'autres risques à part le fait que la base militaire de Djibouti est appelée à s'agrandir? C'est le principal risque, il est là. C'est le principal risque. C'est la principale, en tout cas c'est la perception de la menace est celle-ci. Ce risque est réel? Il est d'autant plus réel qu'il est assumé de la part du gouvernement chinois. Pour répondre plus précisément à votre question, de manière non pas schématique, mais pour essayer de faire bien comprendre les choses. Jusqu'à présent, sur le continent africain, vous aviez un certain nombre de
je peux les appeler comme tels, comme ainsi, des pourvoyeurs de sécurité. Des gens qui, spontanément, assumaient ce que les armées africaines étaient en incapacité de faire. Je prends la lutte contre le terrorisme. On voit bien que la force Serval d'abord, l'implication militaire française, à partir de janvier 2013 au Mali, puis à partir de 2014, de l'été 2014, sur les 5 pays de la zone sahélo-saharienne, ce qu'on appelle les 5 pays du G5, le G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, la France avait la capacité d'être présente car elle a une présence de longue date sur le continent africain. Base militaire au Gabon, base militaire à Djibouti, base militaire au Sénégal. Donc la France est un acteur pleinement légitime et reconnu comme tel pour pouvoir compenser ce que les capacités africaines en matière de sécurité et de défense ont du mal à assumer. La Grande-Bretagne est aussi un acteur historique, puisque elle-même, par ses colonies, ses relations diplomatiques avec ses anciennes colonies, c'est les dominiums du Commonwealth, a nourri aussi un certain nombre de programmes d'entraînement, d'équipement et donc d'accompagnement des forces africaines. Les États-Unis sont devenus, depuis une quinzaine d'années, un acteur majeur de la sécurité sur le continent africain, puisqu'ils ont des coopérations militaires avec 35 des 54 pays africains. Mais jusqu'à présent, la présence chinoise était plus modeste, ou en tout cas moins visible, parce qu'elle s'exprimait à travers les 2500 soldats, casques bleus, chinois présents dans un certain nombre d'opérations onusiennes. Prenons l'exemple du Mali. Sur les 12 000 casques bleus qui sont actuellement présents au Mali, 400, plus précisément 395, sont des soldats chinois. Dans le cadre de l'opération onusienne en Soudan du Sud, ils sont plus nombreux, il y a 900, un contingent de 900 soldats chinois. Il y a aussi des présences qui ont pu créer quelques interrogations, notamment parce que vis-à-vis de la France, il y avait peut-être un sentiment de vase communicant. La France quitte la Centrafrique et la Chine décide d'investir dans le cadre de la MINUSCA, donnant l'impression, mais après tout, les absents ont toujours tort, dit-on, qu'il y a une sorte de remplacement. Même phénomène avec la Russie. Nous nous offusquons du fait que la Russie puisse jouer un rôle dans la formation et l'équipement des forces armées centrafricaines, alors même que nous l'avons autorisé, puisque nous avons quitté volontairement, nous-mêmes, à partir d'octobre 2016, la Centrafrique. Je dis cela à dessein parce qu'il y a un nouveau phénomène qui est celui de l'offre sécuritaire chinoise sur le continent africain. Se tient actuellement à Beijing, jusqu'au 10 juillet, le premier forum sino-africain en matière de défense et de sécurité. La Chine est non seulement un pourvoyeur de casques bleus au sein des opérations de maintien de la paix, il n'est que le 11e contributeur en termes de volume, mais le 2e en termes de financement, comme je vous le disais. La Chine a proposé, à l'occasion d'ailleurs d'une rencontre il y a très récente, pas plus tard qu'il y a 3 jours, entre Li Keqiang, le Premier ministre Li Keqiang et Édouard Philippe, une proposition que la France attendait de longue date et particulièrement appréciée, consistant à ce que la Chine aide financièrement à la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel, dont le but est de lutter contre les organisations terroristes, Daesh d'un côté et Al-Qaïda présente au Mali et sur l'ensemble des pays du Sahel. Mais la Chine va plus loin, puisqu'elle propose aussi maintenant d'équiper un certain nombre de forces armées. Le dernier élément corroborant ce que je viens d'évoquer est une décision qui, pour le coup, mériterait peut-être tout un débat, où, pour la première fois, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France ont bloqué au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, une proposition qui avait été faite par la Chine à travers une compagnie qui s'appelle Polytechnologie, qui est une compagnie étatique chinoise, puisque les Chinois ont proposé, comme les Russes l'ont proposé en décembre 2017 et en janvier 2018, de former et d'équiper les armées centrafricaines. Dernière question, et là, je voudrais une réponse brève.
Vous disiez tout à l'heure que la Chine assume totalement ce risque du fait que sa base militaire à Djibouti est appelée à s'agrandir. Mais comment le gouvernement chinois l'assume ? Le gouvernement chinois l'assume dans le sens qu'il souhaite qu'elle soit mieux comprise. Le gouvernement chinois n'a pas de velléité à chasser les autres présences étrangères à Djibouti. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le président Omar Guelleh a accepté la présence de la base chinoise, c'est qu'elle était complémentaire des autres participations et des autres présences occidentales, des autres présences qui jusqu'à présent étaient des bases plutôt occidentales, en mettant en avant le fait que si le Japon a une base, il n'y a pas de raison que la Chine n'en ait pas, partant du principe que les bateaux chinois comme les bateaux japonais transitent par les mêmes eaux et qu'a priori, il y ait la coopération internationale dans la lutte contre la piraterie, à travers l'opération européenne, donc l'opération Atalante européenne et l'opération internationale de lutte contre la piraterie impliquait beaucoup plus de pays qui jusqu'à présent n'avaient pas de base, mais la Chine faisait partie de cette opération. Donc après tout, le gouvernement chinois doit rassurer, pour répondre à votre question de manière plus précise, le gouvernement chinois doit rassurer sur ses ambitions, expliquant que la base n'est pas une base de présence, de manière pouvant s'imposer aux dépens de la présence d'autres acteurs. Contrairement à la base américaine, ce n'est pas une base qui va assumer des missions de contre-terrorisme. Une des critiques que l'on entend souvent, non seulement à Djibouti, mais dans l'ensemble de la sous-région, donc dans la Corne de l'Afrique, c'est que la base américaine est une base de drones qui sert à targeter, si j'ose dire, à cibler les chefs des brigades, enfin les chefs des cellules terroristes, occasionnant parfois quelques erreurs d'appréciation. Donc la présence américaine est interrogée par rapport à cela. La présence chinoise sur le continent africain, encore une fois, accompagne un changement de paradigme. Si la Chine a une vision qui n'est plus seulement géoéconomique, mais géopolitique, il faut l'assumer dans les deux sens, droit et responsabilité. Droit, elle a le droit d'avoir des coopérations militaires avec un certain nombre de pays africains. Après tout, nous avons, nous, Français, 28 accords de défense avec 28 pays africains. Donc je ne vois pas pourquoi nous devrions interdire que ces mêmes pays et aussi d'autres relations avec d'autres acteurs. C'est le cas de la Centrafrique, c'est le cas du Mali, ou évidemment, c'est le cas de la RDC. Ensuite, les responsabilités doivent aller avec ces droits. Et c'est peut-être là où il y a un travail patient à faire, et c'est un peu le sens du dialogue stratégique d'où je reviens de Hainan, pour essayer de voir comment la Chine pourrait davantage montrer sa capacité d'être un acteur d'anticipation des conflits, d'être un acteur qui permette de changer finalement le paradigme de la présence chinoise en Afrique. Et peut-être que je pourrais terminer d'une phrase en vous disant cela. L'investissement, la balance commerciale chinoise entre la Chine et l'Afrique, c'est peu ou prou, les chiffres varient évidemment selon les années, mais entre 220 et 230 milliards d'euros. Exportation, importation. 70% de cet argent est consacré aux infrastructures. Construction de ponts, construction de bâtiments, voies ferrées. La Chine a construit 2200 km de voies ferrées, faisant de la Chine le premier constructeur de voies ferrées sur le continent africain. Donc, ne laissant que 30% pour l'investissement humain. L'aide au développement, l'aide humanitaire, l'aide publique au développement, l'accompagnement des éléments de stabilisation sociale, l'investissement dans l'éducation, l'investissement dans le système de santé, l'investissement dans l'amélioration de l'état de droit, de la mise en exergue des processus politiques dits plus inclusifs, le soutien aux sociétés civiles. Donc ce qui attend le gouvernement chinois, c'est de montrer que son investissement en Afrique n'est pas seulement un investissement au profit de sa capacité de développement de ses entreprises liées au secteur des infrastructures, mais
de Au manière plus bénéfice de équilibrée, la population locale. de manière plus équilibrée au bénéfice de la population locale. Et de ce point de vue-là, la question sécuritaire offre un panorama gigantesque permettant à la Chine de se positionner dans cette réflexion. Tous les gouvernements africains ont bien conscience qu'il y a une corrélation entre la résilience des populations, la manière dont les États doivent recouvrer leur souveraineté, surveiller leurs frontières, avoir une connaissance fine des mouvements de dislocation interne, groupes armés terroristes, organisations criminelles liées aux migrations, et en même temps avoir la capacité, comme tout pays dans le monde, et les 54 pays africains ne sont pas différents, avoir le choix. Et je crois que c'est ça dont il s'agit. Le continent africain et nos partenaires traditionnels ne sont plus des chasses gardées, ou ne sont plus des marchés captifs. Il y a une concurrence qui se met en place. Elle se met en place au niveau économique, elle se met en place au niveau des relations politiques, et je crois que la question de la sécurité ne doit pas être exempte de cette saine concurrence, de cette saine émulation. C'est ce que j'appelle de mes voeux, à savoir qu'il y a un certain nombre de marchés dans lesquels nous puissions avoir des convergences, et c'est vrai aussi dans la capacité de fournir et d'assister un certain nombre d'armées africaines qui ont tout aussi besoin de connaître les mécanismes décisionnels liés à notre système de pensée occidentale, mais aussi pouvant utilement s'approprier ou tenir compte ou prendre en exemple le modèle asiatique, le modèle oriental, le modèle chinois. Merci de votre analyse. À bientôt. Merci.